Bon ben voilà, nous sommes de nouveau le 26 avril, il est 12h30, on shoot le +2. Ceux qui ont vu le précédent sont au courant que nous sommes au cœur d'un des plus grands événements sportifs, certainement cyclistes au monde, la doyenne, Liège-Bastogne-Liège, au sommet d'une des premières dures côtes ardennaises, la côte de Mont-le-Soie. Vous voyez la banderole d'arrivée au sommet là au-dessus. Dans, à mon avis, 20 minutes, 25 minutes. C'est difficile d'avoir le timing exact. Je suis désolé, la vidéo sera peut-être un peu plus longue que prévu parce que je vais quand même vous offrir le passage des coureurs et des grands coureurs, des plus grands coureurs au monde, qui vont arriver. Donc peut-être que ça va traîner 5 minutes de plus que d'habitude ou 10 minutes. On ne sait pas. D'après mes renseignements, ils sont à peu près à l'horaire médian qui devrait donc amener en tout cas le peloton. Ici une grosse demi-heure. Il y a une échappée avec quelques minutes d'avance. Enfin voilà, on est au cœur de la course. On a des renseignements par mon staff qui est disséminé. Ils sont tous des anciens cyclistes. Mon associé a lui-même participé à la course en tant que cycliste professionnel. Il y a quelques années, je ne vais pas dire exactement quand, mais voilà, il a connu ça de l'intérieur. Goliath récupère un peu de ses efforts d'ascension de la côte. Et nous attendons le passage des coureurs avec des thèmes de médecine du sport. Alors je vous dis tout de suite, pas la médecine du sport haut niveau comme ici. Bon, ça j'ai eu ma période, je fais plus ça, parce que bon, voilà, chaque chose en son temps. Mais toujours est-il que je repère des alertes qui me font mal au cœur parce que je vois des gens qui font du sport croyant bien faire et qui en réalité font n'importe quoi. Ou en tout cas sont mal conseillés, ne comprennent pas ce qui leur arrive et par conséquent sont complètement sur le mauvais chemin. Et j'ai deux témoignages que j'ai préparés ici pour vous lire. Pour ça, il faut que je sois assis et pas en mode déambulatoire pour vous les lire, parce que sinon, entre Goliath, la course, les coureurs, les motos, le public, etc., ça va être le bazar. Bon, alors ici, le premier témoignage, je n'ai pas de prénom, donc on va dire que c'est Valérie, et là c'est un vrai fake, parce que vous savez, mes fakes d'habitude, bon, no comment, mais là, on va dire Valérie pour faire simple, parce que son pseudo ne me laisse pas entendre ni son prénom ni son nom, ce qui n'est pas plus mal, enfin je veux dire, moi ça ne me dérange pas. Je ne sais pas si le fait que ce soit anonyme, ça favorise les trolls. Elle n'est en rien un troll ou une troll avec eux. Mais ce n'est pas du tout son cas, je vous lis sa question. Okay, alors c'est un témoignage en dessous d'une vidéo. Figurez-vous que je sais même plus sur quelle vidéo ça se rapporte. Enfin bon, c'est sur ma chaîne, je n'invente rien, ok, je vous lis. J'aimerais avoir votre avis sur une réaction allergique, entre guillemets allergique, qui me vient quand je pars faire de la course à pied. Cela produit des démangeaisons sur tout le corps au bout de quelques minutes de footing. C'est devenu trop pénible pour que je continue. Alors on m'a conseillé, je veux bien savoir qui est le on, moi, discrètement. Enfin bon, je peux comprendre le conseil, mais c'est pas le bon. Okay, on va rectifier ça ensemble tout de suite. Cela était devenu trop pénible et donc on m'a conseillé de prendre des antihistaminiques. Et en effet, depuis 15 ans, vous voyez, ça date pas d'hier, depuis 15 ans, je prends un cachet, je vous lis, 2 heures avant, et je peux ensuite aller courir sans problème. C'est pourquoi je suppose que c'est lié à une libération d'histamine. Bon, je ne peux pas ne pas être d'accord avec ça. Effectivement, l'histamine joue un rôle. Mais vous savez, l'histamine, c'est souvent une manifestation d'une inflammation, de quelque chose qui ne fonctionne pas. On ne peut pas accuser l'histamine de tous les maux.
même si évidemment certaines personnes sont beaucoup moins bien loties face à l'histamine parce qu'elles manquent de l'enzyme qui digère l'histamine, qui est la diamine oxydase, DAO, qu'on peut tester dans le sang, qu'on peut prendre en complémentation. Je crois que c'est un produit qu'on trouve partout sans ordonnance, qui est le Daosyn, DAOSYN, qui aide évidemment. Quand on a trop peu de DAO, ben on en prend. Je veux dire, c'est assez logique. Bon, maintenant, c'est pas tellement le genre de truc qui me branche, et donc j'ai pas énormément de recul par rapport à ça, mais je crois que les gens peuvent être soulagés, ou alors il y a un bon effet placebo. Ben, tant qu'à faire, autant aller le chercher. Je vous rappelle aussi très brièvement qu'il y a un panel qui s'appelle histaminogène dans le laboratoire que j'utilise, laboratoire génomique j'utilise, auquel mes patients se fient pour être testés selon ma prescription, où c'est finalement le génotype complexe de la diamine oxydase qui est évalué, où il y a 4 polymorphismes, hein, et donc avec 4 polymorphismes, vous avez un tas de possibilités. Vous avez chaque fois une version efficace de l'enzyme de la DAO, quand c'est la bonne copie, on va appeler ça comme ça, et puis la version faible, la copie faible, et x4. Donc vous pouvez avoir 4 bons polymorphismes, 4 hétérozygotes, 4 mauvais sur toute la ligne et toutes les versions intermédiaires. Donc d'habitude, ce que je fais pour y voir clair, que ce soit quand même facile à comparer d'un patient à l'autre, je compte le nombre de mauvaises copies. Au pire, il y en a 8. Et j'ai déjà eu des patients qui ont 8 mauvaises copies, les pauvres. C'est très rare, mais j'en ai eu. Au moins 2, je crois. Et donc, il y a quand même vachement intérêt à se rendre compte de ça, parce qu'alors, même si vous avez des taux décents de DAO, ben, vous êtes inefficace. Avec 8 mauvaises copies, vous avez une DAO, certes, mais elle est vraiment paresseuse. Okay, donc tout ça doit être pris en compte. Mais sortons de cette affaire d'histamine, avançons dans le cas. Notre Valérie, entre guillemets, nous ajoute « Il m'a été impossible de trouver des explications satisfaisantes, des solutions sur cette problématique qui pourtant touche pas mal d'autres personnes avec lesquelles elle est en contact. » Donc visiblement, elle a un peu indagué certainement sur ou via les médias, les réseaux sociaux. Et bon, elle n'est pas la seule, évidemment, à avoir ce genre de problème. Je me dis que vous auriez peut-être des informations ou des pistes à m'indiquer, étant donné votre expérience. Bon, ben, si on veut. D'après vous, est-ce lié au leaky gut que j'ai certainement, ou cela fait-il intervenir complètement autre chose? Pour moi, je ne nie pas le rôle du leaky gut qui n'arrange rien. Quand on a un mauvais écosystème intestinal, on n'est pas bon pour gérer ces histoires d'histamine et tout ça. Il y a forcément des liens avec la qualité de l'écosystème intestinal, et les spécialistes d'histamine vous en diront plus, et notamment parmi le microbiote, des espèces bactériennes qui sont plus efficaces pour vous débarrasser de cette histamine, d'autres qui en produisent. Enfin, c'est très complexe tout ça. C'est pas mon domaine d'expertise, je vous le dis tout de suite. Allez peut-être écouter le docteur Wetchoko, qui, elle, évidemment, est très, très branchée là-dessus. Moi, je ne vous parle pas aujourd'hui d'histamine, bien que j'en ai parlé, mais voilà, je vais donner certains éléments, peut-être à prendre en considération, mais surtout, ici, pour moi, il y a une autre piste. Le détective. Mes patients anglais m'appellent Hercule Poirot. Franchement, je ne sais pas si c'est vraiment un compliment, mais bref, vu leur culture limitée en littérature francophone, etc., on s'en contentera. Alors, je lui pose la question en réaction à son commentaire. Quand vous partez courir ainsi, quelle est votre fréquence cardiaque moyenne? Et à quelle vitesse courez-vous? Alors, je lui rappelle que les antihistaminiques en prise chronique, mais elle le sait, je lui rappelle, c'est plutôt pour vous, pour tout qui nous lira, je lui rappelle que les antihistaminiques en prise chronique augmentent le risque de neurodégénérescence à long terme, pas en prise ad hoc un petit peu. Bon, écoutez, on va pas être trop rigoureux, mais
se baser sur des antihistaminiques pendant 15 ans pour pouvoir aller faire du footing, bon, écoutez, non, là, non. Il faut encore mieux rester devant une bonne série Netflix. Enfin, bien que je n'ai plus Netflix, figurez-vous, à force de ne pas le regarder, je sais pas, ils m'ont, ou bien, j'ai plus payé, ou j'étais désabonné par mon staff, je n'en sais rien, toujours été que je n'ai plus, bref. J'y ai survécu facilement. J'ajoute, ce sont des substances à action psychotrope, loin d'être innocentes, et sans gros soucis en prise ponctuelle, mais problématique en prise chronique, et voilà, c'est là-dedans qu'on est. Alors, elle me confirme qu'elle veut limiter, etc. Et alors, elle me dit, ma fréquence cardiaque moyenne en course oscille entre 135 et 160 battements par minute. Oui, beaucoup ça. Je sais pas, ça peut être jogging facile. Ouf, il y a du vent maintenant. Oui, c'est une bonne idée, on est venu se mettre au sommet. Attendez, je vais mettre comme ça, pour un peu cacher du vent. Et donc, alors, je lui réponds, je pense que cette activité de course est beaucoup trop intense, que vous vous faites du tort 2 fois. Ben oui, parce que ça l'agresse, c'est trop vite, c'est certainement une production de lactate. C'est trop d'intensité, c'est trop anaérobie, il y a un manque de pratique aérobie, sans production de toxines et notamment de lactate. Et donc vous faites du tort 2 fois parce que ce sport-là est néfaste vu qu'il n'est pas équilibré aérobie-anaérobie. J'en parle notamment dans notre webinaire pratique sportive que vous pouvez aller réécouter ou écouter. Et puis le médicament en soi qui n'est pas bénin. Donc je serais curieux de savoir, j'ajoute, je reprends la lecture de mon commentaire, parce que vous ne savez plus si je commente maintenant ou là sur YouTube. Sur YouTube, je dis, je serais curieux de savoir si ces démangeaisons apparaissent quand vous restez au maximum à 120 de fréquence cardiaque. Ce qui correspond à de la vraie endurance et qu'il faut d'abord maîtriser avant de vouloir aller plus vite. C'est une erreur fréquente et vraiment délétère. Alors elle me dit, c'est noté, merci pour le conseil, je vais tester et je vous ferai un retour. Et alors je lui ajoute dans un nouveau post, vous devriez utiliser un cardiofréquence-mètre pour mettre de l'ordre dans ce bazar. Et alors attendez, parce qu'il y a Goliath qui est en train de se faire la malle, allez, reste ici. Et je sens que ça va être le chaos. Et elle me répond 2 semaines plus tard, il y a peu, c'est très récent ces échanges. Bonjour Dr Mouton, suite à vos conseils, j'ai réalisé des tests en courant à une allure très modérée. J'ai pu observer, approchez-vous, que les démangeaisons ne se déclaraient pas quand je veillais à rester en dessous d'une certaine fréquence cardiaque. Qu'elle ne me précise pas tout de suite. Non, si, ça vient. Oui, je me souviens maintenant, je lis. Mon premier test, au début, je suis resté en dessous de 100 battements par minute. Je vous rappelle qu'elle courait entre 135 et 160, probablement d'entrée de jeu. Elle part, courir, boum. Allez, 135, 145, 155. Non. Alors, il doit être méga fit, mais vous savez, les gens, ils ne sont pas méga fit. Il faut qu'ils démarrent progressivement. Et alors, elle n'avait plus les démangeaisons. Si elle accélérait, ça picotait, donc les démangeaisons revenaient. Mais si elle restait 20 à 30 minutes cool avant alors d'accélérer dans un deuxième temps, eh bien, aucune démangeaison, ça se passe très bien. Je peux tout à fait aller à des fréquences beaucoup plus hautes ensuite, sans aucune démangeaison, si j'ai pris assez de temps de démarrage en douceur. Eh ben voilà. Ben voilà. Eh ben, ça c'est pas... C'est des pseudo-coureurs, c'est des touristes. Ne vous excitez pas encore. Ils se prennent leur bain de foule. Bon, elle me demandait une explication à tout ça. Bon, écoutez, je ne vais pas avancer des explications foireuses, j'ai pas de preuves scientifiques, etc. Là, c'est plutôt mon expérience qui parle. Bon, on s'en fout des explications. Ce qui compte, c'est de ne pas devoir prendre des antihistaminiques. Et effectivement, bon là, j'ai un dernier post à vous lire.
Je vous suis immensément reconnaissant de m'avoir donné la solution. Fini les antihistaminiques. Et oui, bye bye. Bye bye, Big Pharma. Big Pharma. Peu ou prou, Big Pharma. Ben, peu, pas prou. Sur il y a un commentaire où la dame me dit que son petit garçon de 6 ans, lui, qui entend, hein, ils écoutent en famille, oh là là, quelle gêne, qui dit, c'est quoi, prou, c'est peu ou prou, peu, oui, mais prou, c'est quoi, prou, c'est prout? Ben non. Non, c'est pas prou. Alors, si vous m'entendez commencer à dire peu ou prout, c'est que j'ai un problème mental. Vous me direz, ah ben vous savez, docteur Mouton, on est bien au courant. Bon, ben écoutez, on verra, hein, qui vivra verra. Donc, fini les antihistaminiques, je me sens libre. Libre Max, chanson qui date, et qui était très belle. Un très grand merci encore. Et donc, j'ai pas su lui donner l'explication moléculaire qu'elle aurait bien voulu avoir. Bon, alors, on va passer au second cas, qui est tout aussi intéressant, mais différent. Alors, je recase mon Goliath qui est en train de glisser comme une anguille. Bon, et donc, le second cas, bon, bah écoutez, ça c'est sur Internet, on va pas se cacher, c'est Laetitia, je vous donne pas son nom de famille, je crois que son pseudo a l'air d'être son nom intégralement, mais je vous épargne le nom de famille. Et alors, c'est une dame, elle, qui n'a pas des démangeaisons comme effet secondaire de son sport. Elle a un trouble de sommeil. Voilà, elle me met, notamment après toute séance de musculation ou d'activité, je ne sais pas trop si c'est de la course ou si c'est du courir sur tapis roulant ou peut-être sur un vélo statique, etc. Elle ne m'a pas nécessairement donné les détails de ces activités-là, mais enfin des activités quand même assez costaudes, parce qu'on va parler fréquence cardiaque comme vous pouvez le pressentir. Et là, elle ne dort pas. Sommeil agité, moins réparateur ou vraiment très peu satisfaisant. Attendez, parce qu'il y a mes papiers qui vont s'envoler sur la course dans les roues des cyclistes. Je ne veux pas créer un drame ici. On va stabiliser ces papiers dont j'avais besoin pour vous lire. Et donc, pareil, hein, le coup habituel. Alors, je sors mon papier en profondeur. Alors, je lui dis d'entrée de jeu, probable dérive lactique du métabolisme. Parce que je sais que quand on souffre d'une dérive lactique du métabolisme, ça peut impacter le sommeil. Très typiquement, ça donne de l'insomnie. Peu de gens savent ça. Moi, je le sais, il y a longtemps que je le sais. Ça date justement de mon activité en tant que médecin du sport, et notamment médecin de cette course professionnelle la plus grande, la plus dure, la plus ancienne, hein, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, donc créé en 1892. Et bref, mais forcément, c'est pas en tant que médecin de cette course-là qu'on apprend tout, mais c'est au contact des sportifs, je dirais, tous les jours et toutes les heures de tous les jours. Cette dérive lactique du métabolisme donne notamment de l'insomnie parmi plein de symptômes. Alors j'ai un très bon article qui est en fait fait sous ma supervision par John, ça fait 20 ans que je le connais, on le soigne, mes collègues et moi nous le soignons, c'est comment encore, John, enfin peu importe, c'est John, il signe l'article de toute façon, mais j'ai supervisé hein, Allez Goliath, oui, mets-toi, parce que je veux voir passer les coureurs, regardez. Ah oui. Et voilà, les voitures d'équipe qui commencent à arriver pour justement les ravitaillements. Après le sommet probablement, nous sommes au sommet de la côte Mont-le-Soie, des grandes côtes de cette course mythique. Et donc, John a rédigé un article, mais en étroite collaboration, sous ma supervision, donc un article
que j'approuve, hein, et que vous pouvez aller lire. Je vais vous mettre le lien en description. Okay, c'est en anglais, parce que bon, voilà, il est anglais, et donc c'est en anglais, mais vous allez quand même pouvoir mettre ça dans un traducteur. Enfin, maintenant, écoutez, les langues, c'est plus un problème. Oui, Goliath, mais c'est quoi que tu as? C'est faim déjà ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez, sois gentil. Ils vont arriver. Oh oui, oh oui, mais il veut être sur moi. Il veut être sur moi. Et donc, insomnie. Alors, bah, écoutez, c'est le même truc hein, que le précédent. Hein. Alors, je lui dis, quelles sont vos fréquences cardiaques hein. Alors, toute fière, elle me dit, ouh, je dépasse pas les 150 pulsations cardiaques. Je dis, oui, mais c'est déjà beaucoup. Attends, Goliath, qu'est-ce qu'il y a hein. Et alors, elle me met sa marche, sa séquence de marche. Alors, c'est très, très petit, parce que c'est la façon dont c'est intégré dans les échanges YouTube. Allez, mets-toi là. Arrête un peu. Dans les échanges YouTube, il voudrait bien promener, mais je ne saurais pas lire et promener, j'ai que deux mains. Et donc, d'après ce que je peux voir, bon, bref, c'est trop haut. Okay, alors, je lui ai dit, écoutez, ça va pas, on va faire un test, une longue marche d'au moins 90 minutes, 90 minutes, sans dépasser 100 pulsations, pour voir si vous avez les mêmes effets néfastes. Et si vous avez des doutes, ben, faites-le 2-3 fois pour être vraiment convaincu. Alors, c'est un peu le même truc que l'autre, vous voyez. Et je vous le fais un peu plus court parce que ici ça commence à s'exciter. Elle me donne un retour où c'est encore un peu trop. Je lui dis max 100, maximum 100, j'ai dit. Alors elle me dit j'aimerais bien, mais mes pulsations montent vite, très rapidement. Ben oui. Déjà, ça, c'est pas tout à fait normal, parce que si vous ne travaillez jamais les basses pulsations, votre corps a zéro efficacité. Travaillez les basses pulsations, vous allez voir que vous allez faire beaucoup plus pour les mêmes basses pulsations quand vous avez exercé ça comme il faut. Ben oui. Et donc, je sais pas moi, on construit, il faut commencer par travailler la base. Pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas la base dans tout ça hein? Et donc, bon, je l'engueule pour qu'elle se tienne à maximum 100, ce qui est quand même toujours bien moyen de faire. Et alors, elle revient vers moi par après, et elle me dit qu'elle a essayé, c'est en cours hein, ça, elle doit encore essayer davantage, je voulais reporter ceci, mais voilà, la médecine du sport, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas hier, c'est aujourd'hui pour les raisons évidentes. Et donc, elle me répond déjà après un premier essai, déjà comme ça, j'ai mon sommeil profond qui s'est rallongé. Rallongé, c'est français ça, rallongé? Allongé, hein? Rallongé. Et beaucoup moins de stress pendant la nuit. Donc, je sais bien, ça va encore être bingo, vous voyez. Donc, je travaille sur un webinaire qui va avoir pour but de débusquer toutes ces pratiques sportives toxiques. C'est du sport toxique, ça, évidemment. Insomnie, démangeaison, obligation de prendre des antihistaminiques pour aller faire son petit sport. On ne parle pas ici de trucs de prise de masse musculaire, de bodybuilding, d'exploits sportifs, de sport extrême, etc. On parle des gens et c'est super important. Et probablement que je n'en parle pas assez, mais pour moi c'est tellement évident. Il faut faire comme je faisais avec Goliath quand il savait faire ça. Bon, maintenant nous sommes limités. Bon, on est bien d'accord. Mais écoutez, bon, le chien... Hein, on sait que c'est important, mais avec Goliath, on faisait 3 heures, 5 heures dans les bois, que je dis, si c'est pas ça une activité sportive. Mais évidemment, là, on ne tombait pas dans des excès d'intensité. Et c'est ce sport que tout le monde devrait faire presque tous les jours, ou 3 fois par semaine. Peut-être dans le nombre de fois par semaine, je vous rappelle que une fois, c'est vraiment... bon, écoutez, une fois, c'est un peu
cucupraline, pour reprendre mon expression favorite dont on m'a dit qu'elle était également française. Donc c'est minimum 2 fois. Mais de 2 fois à 3 fois, il y a un très très gros progrès. Beaucoup moins qu'entre 3 et 4. Donc essayez de passer de 2 à 3. Hein, si vous êtes à 2. Mais enfin, 2, on va dire 3. 3, c'est vraiment une bonne tape. Et puis, forcément, vous pouvez aussi faire tous les jours. Bon, voilà la course. Hein. Là, les choses sérieuses arrivent. Et je crois que le timing n'est pas trop mauvais parce que c'est bien l'échappée. Mais moi, je vais vous montrer les grandes stars mondiales du cyclisme dans le peloton qui est quelques minutes après l'échappée. Donc, on va être pile poil dans le timing. À mon avis, vous aurez 5 minutes supplémentaires de vidéo, mais avec un peu de l'événementiel. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? On a été à Paris avec Goliath, maintenant c'est Liège-Bastogne-Liège. Et donc, puis on a été en Allemagne aussi, vous avez bien aimé aussi la vidéo. Et donc, ce sport vital, qui est le sport quotidien, les gens croient bien faire, ils partent avec un niveau de fitness ridicule, et donc, ils tombent dans des erreurs, c'est tout de suite agressif, c'est tout de suite lactique. Allez lire l'article. C'est tout de suite inflammatoire, puisque l'histamine, finalement, c'est un marqueur inflammatoire. Et donc, si vous faites du sport qui vous paraît tout à fait raisonnable, parce que ça a l'air raisonnable ce que ces 2 dames font, mais ça ne l'est pas pour elles, mais c'est parce qu'elles sont pas bien préparées à ce qu'elles font, ou qu'elles ont tout de suite commencé trop vite, etc. Eh bien, posez-vous des questions. Si ça se passe bien, ça se passe bien. On ne va pas tout médicaliser, mais si ça ne se passe pas bien, mais, je ne sais pas, prenez des conseils. On va en parler dans un webinaire. Je ferai un appel au témoignage parce que je crois qu'il y a beaucoup plus de cas qu'il n'y paraît. Et ça m'a marqué que ces 2 témoignages qui se sont succédés, je vais ramasser mes papiers parce qu'ils vont avoir la bonne idée de s'envoler. Oh là là, vous imaginez, les papiers de la vidéo qui s'envolent, qui se prennent dans les roues, hein, ces grands champions, et qui tombent. Bon, hop, on met ça discretos dans une poche quelconque. Et donc, ce webinaire, je pense, sera très utile pour recueillir d'autres témoignages. Dieu sait les soucis qu'il peut y avoir. Il y a d'autres manifestations d'une dérive lactique du métabolisme. Par exemple, typiquement des extrasystoles. Ouais, des petits battements comme ça, irréguliers, juste comme ça, plic-ploc. Ça, c'est aussi une manifestation de la dérive lactique du métabolisme. Mais l'insomnie en est une très bonne. Ça, l'insomnie, c'est un gros tuyau. Hein. Tous ces gens qui... moi, j'ai commencé à voir ça à Londres. J'ai dit, ouh là 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 là, c'est un gros problème. Tous ces grands banquiers, grands financiers de la City à Londres qui, à l'époque, tenaient les finances du monde, hein. Bon, avec Wall Street, il faut bien le dire, et puis d'autres bourses, bien entendu, mais entre leurs mains, maintenant ils sont à Dubaï, enfin, bon, ne dérivons pas. Mais ça a été la révélation, parce que ces gens qui étaient à la tête de dizaines, quand c'était pas de centaines de milliers d'employés, ils avaient des journées de dingue, mais alors ils se défoulaient en fin de journée pour relâcher leur stress, et donc ils allaient faire 1 heure de gym avec un coach qui les punissait, qui faisait suer. Il faut suer. Ah, docteur Mouton, mais c'est bon ça, après tout ce stress, je vais suer, etc. Ouais, ben, alors là, j'ai vu l'idée. Alors, l'idée, c'était qu'ils essayaient de battre leur record tous les jours. Faire mieux que la veille. Par exemple, en rameur, plus fort, plus loin, faire monter les pulses plus haut, battre leur record de ceci ou de cela, y compris éventuellement en muscu. Bah, la muscu, bon, écoutez, la muscu c'est quand même bon, mais pour tout le monde, mais ça doit être contrebalancé par de la pratique aérobie, parce que la muscu c'est anaérobie. Vous allez me dire, ah oui, mais non, on ne bouge pas. Si, la muscu c'est anaérobie. Alors, toutes les activités plus longues peuvent être soit aérobie, soit anaérobie. Et donc, là-dedans, vous pouvez aller rechercher de l'aérobie pour compenser l'anaérobie de la muscu. Mais ça doit toujours être équilibré. Et alors, ces banquiers qui pensaient bien faire, ben, ils se prenaient, à un moment donné, des coups de fatigue ou typiquement de l'insomnie.
Alors on pourrait se dire, oui, l'insomnie, c'est tellement ils ont des stress au boulot, des responsabilités, une vie quand même hors norme. Ceux qui arrivent ont une vie hors norme aussi, hein, je peux vous le dire. Et ils arrivent là. Et donc, on pouvait mettre ça sur le compte de leur stress professionnel, parfois privé, parce que les vies familiales dans ce contexte-là ne sont pas toujours des plus simples. Mais, mais oui, ils arrivent, Goliath. Et donc, on mettait l'insomnie sur ce compte-là. Sauf que moi, quand j'avais rééquilibré leur métabolisme, en instaurant, en repérant les problèmes, on faisait des tests de lactate. Je vous parlerai dans ce webinaire des tests de lactate ou des VO2 max, donc des tests d'effort pour repérer les fréquences cardiaques cibles. Là aussi, je crois qu'il y a beaucoup à dire. Je rencontre mercredi, dans 3 jours, figurez-vous, un spécialiste belge de la chose, qui est un ancien patient à moi, qui a aussi été bon cycliste professionnel. J'en ai soigné beaucoup. Hein. Et donc, on est resté évidemment en contact. Et il va m'expliquer mercredi des choses que je ne comprends pas toujours sur les VO2 max. Donc, je fais appel aux spécialistes parce qu'il a son domaine d'expertise. Moi, je préfère les tests de lactate que uniquement les conseils basés sur les gaz expirés. Mais évidemment, il fait les tests de lactate aussi. Je commence à lui envoyer des patients qui sont des sédentaires, mais vous voyez, des femmes comme ça, elles devraient faire un test de lactate. On leur trouverait une fréquence cardiaque cible, vous voyez, où on est certain qu'elles sont aérobies. Parce que quand je me suis avancé, il y a maximum 100, maximum 120, c'est au pif, c'est basé sur mon expérience, mais c'est loin d'être une garantie, ça. Hein. Il faudrait être plus précis si on peut se permettre de faire un test de lactate. C'est pas toujours facile à obtenir des tests de lactate. Alors voici ici la tête de course. Hein. Je pense que l'échappée arrive, mais ils ont certainement, d'après mes prévisions, toujours de l'avance sur le peloton. Alors je me lèverai pour le peloton des grandes bêtes et là on parlera plus de notre vidéo. Voilà, c'est l'échappée, ils sont 12, les voilà. Alors je peux vous dire, pour être dans les 12, hein, dans une course d'un niveau pareil, eh ben ils ont travaillé, hein, ils ont travaillé tout l'hiver. Pour certains, c'est le but de leur saison, parce que ce sont en général plutôt des petites équipes qui sont invitées ici sur la course. C'est pas les grandes équipes super professionnelles du World Tour, sont tous des professionnels évidemment, mais c'est pas la crème de la crème. Alors il faut être dans l'échappée. Nous sommes déjà ici, évidemment, en direct sur toutes les télévisions du monde qui s'intéressent au sport. Vous entendez l'hélicoptère, enfin des hélicoptères qui suivent la course avec les caméras. Ils avaient 5 minutes d'avance aux dernières nouvelles. À mon avis, le peloton doit revenir un peu. Donc dans 3 minutes, on va avoir la crème. On va tout doucement se lever. Goliath, maintenant qu'on est à moitié paralysé, il va, parce que j'ai toutes les jambes engourdies de par ce Goliath qui est installé sur moi. Voilà. Alors, voilà les bêtes. Alors, je me mets de dos. Regardez ça. Il ne faut pas aller faire des catastrophes. Alors, non. Ça, c'est pas les stars. C'est 2 qui sont tombés hors de l'échappée, qui ont été largués dans la côte. Il faut que je trouve le bon angle. Ah, voilà. Oh, dites donc, tout le monde se stresse. Je sais bien que la vidéo est un tout petit peu allongée. Je suis quand même arrivé plus ou moins sans trop de prolongation à vous choper la chose. Donc ici arrivent 2 des meilleurs coureurs au monde, hein, c'est-à-dire Pogacar, champion du monde. Vous allez voir le maillot arc-en-ciel. Hein. Et Remco Evenepoel, le champion olympique. Voilà, ils sont là, en début de peloton. J'ai vu le maillot arc-en-ciel. Le champion olympique, le Belge, se remarque à son casque doré, l'hélicoptère, la caméra.
qui est sur nous du ciel. Et puis alors, toutes les voitures des directeurs sportifs. Donc voilà, je pense que ça termine en beauté cette capsule médecine du sport. C'est pas le même sport que celui dont je vous ai parlé. Mais bon voilà. Et nous on va profiter de la course. On va recouper dans les bois, aller plus loin pour les voir. Et puis on regardera l'arrivée de chez moi à la télévision. Un grand dimanche de sport. Et j'espère pour vous une vidéo un peu inhabituelle. Vous voyez, Goliath, il pleurait pour voir arriver les coureurs. Il ne pleure plus maintenant. Okay, bon, on va redescendre tous les deux gentiment. Et à la prochaine. Merci. Et puis n'oubliez pas ce webinaire de médecine du sport à venir que j'annoncerai en temps voulu. Allez, ciao!